Bonjour à tous. Du coup, le GDS Pays de Loire nous a fait la demande au niveau du GTV, donc du groupement technique vétérinaire de la région, d'intervenir sur une réflexion sur la gestion de varroa cette année, parce que cette année sera une année particulière, parce qu'on sera sur une année d'alternance. Et alors, vous ne le savez peut-être pas, mais au niveau régional, on se regroupe tous les ans pour discuter entre Veto, GDS et ADA sur finalement le médicament qui sera retenu, notamment pour la subvention du conseil régional, pour les traitements de l'année à venir. Cette année, on est sur une année particulière. La dernière fois qu'il y a eu une alternance en Pays de la Loire, c'était en 2019. Donc, on doit y passer. Donc, cette année, ça sera en 2024. On devra changer de molécule. Et dans ce cadre-là, il y a quelques petites précautions et de réflexions à avoir sur sa gestion et sa stratégie varroa. Et c'est pour cela que le GDS Pays de Loire a souhaité qu'on intervienne auprès de vous, en fait, pour vous dire un petit peu ce qu'il faut faire en termes de gestion de l'alternance chez nous en Pays de Loire cette année. Donc, du coup, comme le disait Alexandre, moi, je suis vétérinaire en Loire-Atlantique. Je suis diplômée en apiculture et pathologie apicole. Et on est 6 vétérinaires à intervenir sur la région. Donc, on a réfléchi ce PowerPoint à plusieurs. Donc, après, on fera des petites pauses si vous voulez, si vous avez des questions. Ou sinon, comme le disait Alexandre, n'hésitez pas à les noter dans le chat au fur et à mesure. On essaiera d'y répondre régulièrement. Donc, on a découpé un petit peu la présentation en plusieurs points. On a voulu faire un petit rappel quand même sur varroa, les signes de varrose, de virose, de quoi on parle. En fait, c'est l'idée de vous faire quelques petits rappels quand même pour vous expliquer forcément la biologie, le cycle de varroa, c'est important pour réfléchir à la lutte contre ce parasite derrière. Après, on parlera forcément lutte, différentes méthodes de lutte. On vous a posé des petites questions, pourquoi on doit venir sur de l'alternance, où on en est aujourd'hui en termes de problématiques éventuellement de résistance sur notre territoire par rapport aux différentes molécules qui peuvent être utilisées dans la lutte contre varroa. Enfin, on fera un petit point sur les objectifs de la gestion varroa et de ses impératifs et on pourra conclure à quelques échanges si vous le souhaitez. Alors, excuse-moi, Caroline, tu ne partages Il n'y plus a plus le la bon document. présentation. Il n'y a plus la présentation. C'est bizarre ça, parce que moi je l'ai toujours, j'ai rien changé. Bon, j'y retourne, je repartage l'écran. J'espère que ça va fonctionner, vous allez me dire. Au top. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est tout bon? Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, ça a l'air de fonctionner. Donc, quelques petits points de démarrage pour faire quelques rappels, parce que parfois, vous êtes certains à être assez novices encore en apiculture, mais le problème, c'est que varroa, on doit s'en occuper même quand on est novice, parce que les colonies ne peuvent pas attendre si on ne s'occupe pas de ce parasite-là, qui est l'ennemi biologique numéro 1 de nos abeilles. Malheureusement, les abeilles tiennent pas le coup, donc on peut se retrouver avec des mortalités très rapidement. Alors, on va vérifier, je vais changer de diapo, on va voir si ça fonctionne toujours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voyez la diapo suivante? Eh ben non. Si, ça y est, ça met un peu de temps à synchroniser. Ouais, c'est bon. On va y arriver. Alors, déjà, varroa, c'est un parasite. Et comme tous les parasites, il faut savoir que les parasites ont tendance à se cacher. Donc, même s'il est gros, même s'il est costaud pour notre abeille, il est très doué pour se cacher tout au long de la saison. Vous avez un petit peu sur votre gauche, c'est un petit graphique qui représente un petit peu le cycle de reproduction de varroa au niveau de la colonie en fonction de la saison. Et on voit bien, en fait, si vous voulez, que varroa est dans le couvain une grosse majorité du temps. Et quand vous êtes au printemps, donc en début de saison, je ne sais pas si vous voyez, par contre, si vous voyez un petit peu ma souris, au printemps, le varroa est caché dans le couvain, donc on ne le voit pas. Il sait se faire discret. Il faut attendre vraiment l'avancée de la saison, donc l'été, voire la fin de l'été, pour commencer à le voir émerger et voir ces varrois en phase de phorésie. Parce que quand vous êtes en période de dynamique de couvain, très rapidement, il va se multiplier dans le couvain et se cacher. Donc au final, quand on arrive à l'automne, qu'on commence à avoir des varrois, malheureusement, on est déjà très tard dans la saison. Donc on sait très bien que varroa, il faut qu'on arrive à le gérer tout au long de la saison pour maîtriser un petit peu les populations et limiter cette croissance exponentielle qui peut avoir un impact important pour nos abeilles. Je vous ai mis un petit graphique sur un petit dessin sur un iceberg. Varroa, pour moi, c'est complètement ça. Ce que vous voyez, c'est la face
émergé de l'iceberg, hein. Ce qu'il y a en dessous, ce qu'on ne voit pas malheureusement, fait beaucoup de dégâts, fait des dégâts sur le couvain, sur les futures abeilles qui sont plus faibles, etc. Donc il faut toujours avoir en tête que finalement, si on attend de voir les varrois, on est déjà trop tard parce que les varrois sont régulièrement planqués, 80% des varrois sont planqués dans le couvain. C'est aussi un parasite qui, même s'il est en phase de phorésie, va savoir se faire discret. Souvent, on essaye de repérer nos varrois sur le thorax de nos abeilles. Vous voyez sur cette publication qui a été faite en 2019, hein, c'est les sites de prédilection d'accrochage, on va dire, de varrois sur notre abeille. Et très régulièrement, il se situe finalement sur l'abdomen et en dessous de l'abdomen, sur la gauche. Quand il est sur le thorax, c'est vraiment quelque chose de très rare. Donc au final, si on attend de le voir même en phase de phorésie, derrière, on sait très bien qu'on est déjà très très tard parce que c'est qu'il y en a probablement déjà énormément dans la colonie et potentiellement beaucoup trop. Donc c'est vrai qu'on va chercher des signes de varroa, on va chercher d'autres signes qui vont nous mettre la puce à l'oreille, mais on ne peut pas se fier finalement à l'œil uniquement de l'apiculteur pour se faire une idée vraiment de la pression varroa qu'on peut avoir dans une colonie. Là, c'est une petite photo qui va apparaître, j'espère, bientôt pour vous. Voilà, c'est une photo de fin de saison, hein, c'est une photo de fin d'été, hein, d'une colonie où on était déjà en dépopulation. Donc, on avait déjà des signes qu'on dit de varrose. Donc, la varrose, si vous voulez, c'est la maladie, c'est les signes cliniques qui sont entraînés finalement par varroa. Varroa, il va affaiblir les colonies et on va chercher ces fameux signes de varrose qui sont des signes finalement d'apparition de troubles d'infestation de nos colonies. Donc, au final, si vous voulez, là, c'est une petite photo où vous voyez des varrois en phase de phorésie, mais on commence déjà à avoir des abeilles naissantes qui sont un peu fébriles, avec les ailes atrophiées. Donc, on est vraiment sur finalement une fin de saison où malheureusement, l'impact clinique de varroa est déjà là et on est déjà trop tard pour intervenir et limiter la pression varroa. Alors, quelques rappels sur les effets de varroa, vous les connaissez sûrement déjà tous et vous le retrouverez un petit peu sur la présentation. Alexandre, vous disiez que vous la partagerez au niveau de la chaîne YouTube. Donc, on sait très bien que varroa va avoir des effets directs. Donc, forcément, comme tout parasite, il va spolier votre abeille. Donc, ça fera forcément des pertes de protéines sur les abeilles directement. Et puis, on va avoir de façon plus globale des baisses d'immunité, un affaiblissement global des jeunes abeilles qui vont émerger plus fébriles parce qu'elles auront été parasitées dans le couvain. Vous pouvez avoir des abeilles qui vont perdre énormément de poids finalement, qui vont être plus fragiles à l'émergence. Et on peut observer parfois des déformations morphologiques externes des abeilles. Sur les effets indirects, on sait directement, clairement que varroa est un impact très important en termes de mortalité hivernale, hein. Ça a été démontré suivant le niveau d'infestation de vos colonies. Et derrière, quand l'infestation est trop importante, ça cause des mortalités hivernales conséquentes. Pour plein de raisons, on peut avoir aussi tout simplement des abeilles qui vont être trop fragiles, hein, qui ne vont pas tenir l'hiver, mais on peut avoir des abeilles qui vont avoir une espérance de vie qui est réduite, hein. On sait que la durée de vie moyenne des abeilles va vraiment raccourcir si derrière elles ont été parasitées dans le couvain à leur conception. C'est en ça que régulièrement, on vous dit dans la gestion varroa, une des clés importantes à gérer, hein, c'est vraiment nos abeilles d'hiver, notre production d'abeilles d'hiver qui doit être de qualité. Si ces abeilles d'hiver qui sont conçues dès le début de l'automne, voire la fin de l'été, si ces abeilles d'hiver sont trop fébriles, derrière, ça met en péril toute la colonie et ça survit pendant l'hiver. Vous avez plein d'autres choses qui vont poser problème aussi, hein. On peut avoir des problèmes sur les glandes hypopharyngiennes, des problèmes d'altération des fonctions cérébrales ou des modifications de comportement, des troubles de la reproduction et aussi directement des impacts sur la production. Alors, je vous ai dit, on a le varroa, on a la varrose, mais la varrose, c'est un ensemble de signes et clairement, varroa a posé énormément de problèmes avec son arrivée en lien avec les virus qui peuvent être associés à ce varroa. Clairement, je vous ai mis un cas particulier là, avec le DWV, c'est le virus des ailes déformées.
Ce virus-là est très présent dans les colonies et varroa va participer à sa transmission, à sa multiplication et va faire en sorte de causer des effondrements de colonies s'il n'est pas correctement géré. Ça va avoir des impacts sur les populations d'abeilles naissantes, comme on l'a vu tout à l'heure. Une contamination prolongée des nourrices et des futures hivernantes. Et on peut avoir des persistances de charges virales longtemps après la gestion du parasite. Sur cette publication, c'est une étude qui a été faite où ils ont regardé finalement les charges de virus versus les charges de varroa. Vous avez sur les courbes, en fait, les charges de varroa qui sont gérées suite à un traitement. Dans cette étude-là, c'est avec de l'apistan. Et de l'autre côté, vous avez les charges virales qui ont été mesurées à la fois sur les abeilles et dans le couvain. Sur les abeilles, sur ce graphe ici, on voit bien que les charges virales mettent un petit peu plus de temps à descendre après la gestion varroa. En fait, dès lors qu'on commence à gérer varroa, les charges virales vont commencer à diminuer, mais elles vont mettre beaucoup plus de temps à diminuer dans la colonie. Ce qui fait que quand on va traiter tard une colonie, il se peut que la colonie, malgré une charge varroa maîtrisée, puisse s'effondrer en lien avec les virus associés à varroa. Donc, il faut savoir que quand on vous parle de varroa, on parle aussi de virus, on parle de varrose, on parle de tout un ensemble, en fait. C'est tout un syndrome qui est en lien avec une non-maîtrise de cette pression varroa tout au long de la saison. Alors ça, c'est un petit exemple local pour vous le présenter un petit peu au niveau Pays de Loire. On a eu pas mal de soucis l'été dernier sur varroa et les virus. On vous a extrait en fait au niveau des données qu'on a sur OMA. OMA, c'est l'Observatoire des mortalités et de l'affaiblissement de l'abeille mellifère. Donc en tant que veto, on peut venir visiter vos colonies dès lors que vous rencontrez un problème sur vos colonies. Et dans ces cas-là, des analyses sont potentiellement financées en fait par l'État pour essayer de comprendre les troubles rencontrés. Et là, on vous a extrait juste une donnée, la donnée des charges virales qu'on a pu analyser dans les analyses de 2023 sur la région. Donc, c'est les charges virales de DWV variant B sur toutes les analyses abeilles qu'on a pu faire au cours de toute la saison. Donc, ça va du printemps jusqu'à l'automne. Clairement, vous avez un seuil qui est défini à 7 logs. On voit bien que sur l'ensemble des analyses qu'on a pu faire en Pays de Loire, quasiment systématiquement, les charges virales en DWVB étaient hors seuil. Donc, ce qui veut bien dire qu'on avait vraiment des charges virales sur la région qui étaient conséquentes. Alors, on est sur des populations d'abeilles qui avaient des troubles observés, mais on avait des charges virales importantes sur toute la saison de l'année dernière et ce qui a pu causer pas mal de troubles à l'automne dernier. Qu'est-ce qu'on a pu voir pour vous le matérialiser, pour mieux vous expliquer cette varrose? On a vu des colonies où, dès le début de l'été, on avait des disparitions d'abeilles naissantes, puis des disparitions de nourrices, finalement. Si on n'a plus d'abeilles naissantes, la génération d'après, on n'a plus de nourrices. Et au final, on s'est retrouvé avec des problématiques de varroa conséquentes et de virus associés, du fait d'une absence de contact finalement entre notre traitement varroa et nos abeilles. Vous le savez, les lanières que vous utilisez l'été, votre traitement d'été, il fonctionne par contact. Donc, pas de contact égale une inefficacité de votre traitement. Donc, c'est en ça que, clairement, on a eu pas mal de soucis l'an passé avec des populations, des effondrements de colonies en lien avec ce virus-là. Tout ça pour vous dire que varroa, il n'est pas tout seul. Varroa, c'est tout un complexe. C'est varroa, donc la varrose, avec les virus associés. Si on réfléchit un petit peu à l'échelle de la colonie, je vous ai remis un graphique que vous avez peut-être déjà vu pas mal de fois, qui modélise un petit peu cette croissance exponentielle. Varroa, il a un cycle très rapide. Il se multiplie très vite dans le couvain et sa croissance va vite devenir exponentielle et va dépendre finalement de votre charge en varroa initiale à la sortie de l'hiver. Donc là, clairement, on est sur des charges virales, des charges varroa qui sont en début de saison, qui sont à des degrés différents. Et suivant le niveau de degré, on se rend vite compte qu'au bout d'un certain temps, les pressions varroa au sein des colonies peuvent être très importantes. Parce que comme votre croissance est exponentielle, très vite, on peut avoir une multiplication varroa qui va atteindre des seuils critiques rapidement en saison. Donc si on le regarde
un peu plus près. Donc, cette dynamique de population, là, vous avez un graphe qui vous montre un petit peu votre dynamique de population au printemps et à l'automne au niveau des abeilles. Et ben, la dynamique des varrois, elle reste exponentielle tout au long de la saison. Tant que le couvain se multiplie, le varroa se multiplie également. Ce qui veut dire qu'au moment où vous avez votre nombre d'abeilles finalement qui va diminuer parce que la saison avance, on peut se retrouver finalement dans une période critique où le nombre de varrois devient trop conséquent par rapport au nombre d'abeilles présentes. Donc au final, il faut savoir que cette zone critique-là, en général, elle arrive à l'automne. Mais si votre charge finalement de départ en varroa était à l'issue de l'hiver un petit peu trop importante, finalement, cette zone critique peut arriver beaucoup plus tôt en saison. Et c'est là qu'on peut avoir des problématiques de varrose qui peuvent arriver dès le début de l'été. Donc, ce qu'il faut comprendre, la varrose, c'est tout un équilibre. C'est un équilibre finalement entre une pression d'infestation, une résistance des colonies, le fait que le varroa va se multiplier très vite et finalement, la maladie va arriver quand on aura une rupture d'équilibre. Donc, c'est en ça que la varrose est un petit peu complexe. Elle ne repose pas que sur la gestion de varroa, elle repose sur une dynamique tout au long de la saison et il faut qu'on arrive à gérer cette dynamique et croissance exponentielle des varrois tout au long de la saison. Alors voilà, je vous ai fait un petit topo rapide, un peu expéditif sur quelques rappels sur varroa, son cycle de développement, etc. Alors je ne sais pas si vous voulez, s'il y a des petites questions ou si on enchaîne directement sur ce qui vous intéresse le plus, comment lutter contre varroa. Alors, s'il y a des questions, je vous engage à pas ouvrir vos micros parce que ça risque d'être un peu fouillis. Donc, pour l'instant, dans le chat, du coup, on a une question de Franck qui nous demande si une ruche, du coup, meurt dans l'hiver, quels sont les signes après coup d'identification d'une cause varroa sur cette mort? Alors, on est sur du diagnostic, comme on dit, nécropsique. En fait, on fait une autopsie, entre guillemets, de la colonie. Donc, on va chercher les signes pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, le truc classique de la varrose que l'on observe, finalement, on a une grosse dépopulation, on n'a plus beaucoup d'abeilles dans la colonie. Souvent, elles meurent. Il y a encore des réserves, donc elle n'est pas morte de famine. On voit des abeilles en petite quantité qui sont mortes, finalement, parfois avec la reine autour. Enfin, au centre. Et puis, on va chercher finalement dans le couvain s'il en reste. On va chercher à voir s'il y a des varrois. On va chercher sur les abeilles, voir si on voit des varrois. On va aller chercher les abeilles pour voir si elles ont des signes anormaux, enfin des anomalies morphologiques, pour essayer de voir s'il y a des signes d'apparition de virus. Après, ce qui est compliqué, c'est que dans un diagnostic, c'est important d'avoir un petit peu tout l'historique de la colonie. Par exemple, on peut avoir des colonies qui ont été fragilisées, par exemple, par le frelon, donc avec une grosse dépopulation. Et finalement, d'un seul coup, la colonie se retrouve très faible et le nombre de varrois se retrouve conséquent. Donc, on pourrait traduire à la fin, et s'est effondré, le bourreau, c'est le varroa, et au final, on a pu avoir des éléments qui ont fragilisé en amont la colonie. C'est en ça que les diagnostics de mortalité ne sont pas toujours simples, mais on essaye d'aller chercher ces fameux signes de varrose, de virus, de varroa présents pour essayer de comprendre avec l'historique, tout votre historique de la colonie, voir ce qui s'est passé. Et puis, ce qu'on essaye de comprendre aussi, c'est voir si si les dates de traitement ont bien été appliquées, enfin faire en sorte avec vos comptages de regarder si on arrive à mieux comprendre ce qui s'est passé. C'est un ensemble de choses qui nous permet d'arriver vers un diagnostic, une hypothèse diagnostique finalement de varrose, mais c'est effectivement pas toujours évident. Je ne sais pas si j'ai été claire. Ouais, tu as été très claire, Caroline. Du coup, il y a une autre personne qui nous demande un peu la même chose, mais pas forcément pour les abeilles d'hiver. Du coup, je suppose que c'est un petit peu la même chose que tu viens de nous dire de toute façon. Alors, on cherche effectivement. Alors, ce qui est plus simple quand on a des effondrements entre guillemets de colonies en saison, c'est qu'on peut aller chercher finalement quand il reste. Enfin, on peut aller chercher aussi ces signes de varroa, ces signes de dépopulation, ces ailes déformées. La photo que je vous ai montrée tout à l'heure, voir sur les abeilles, bien tourner les abeilles, regarder si elles portent toutes des varrois dans tous les sens ou pas. Effectivement, c'est des éléments qui nous permettent d'essayer de comprendre. Après, vous pouvez avoir aussi des fois une colonie qui s'effondre dans un rucher. Ce qui est important, c'est de gérer la problématique au niveau du rucher. Donc, quand on a les autres colonies autour, on essaye d'évaluer aussi la pression
varroa sur les autres colonies qui peut peut-être nous aiguiller un petit peu sur ce qui a pu arriver sur cette colonie-là, quoi. C'est pas toujours évident. Après, des analyses sont possibles. C'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Quand on fait des visites, on va faire des contrôles des pressions varroa sur les colonies qui sont toujours là, ou sur éventuellement des abeilles fraîchement mortes. Et puis sinon, on peut aller faire des analyses complémentaires pour aller chercher les charges virales. Merci beaucoup, Caroline. Et puis, je vous invite à continuer à poser vos questions dans le chat. Ça fonctionne très bien comme ça. Et puis, on va te laisser continuer. Alors, on arrive sur la partie qui va vous intéresser le plus, c'est comment lutter contre varroa, notamment cette année où on sera sur une année d'alternance. Donc, il y a pas mal d'inquiétudes, forcément, parce qu'on utilise un médicament de façon chronique tous les ans, on le connaît bien, et quand ça fonctionne, on ne veut pas forcément changer. Donc, l'idée, c'était de refaire un petit point un petit peu sur pourquoi il faut de l'alternance des molécules et comment préparer sa saison 2024. Alors, on vous a repris un petit cas, c'est un cas d'un de mes collègues dans le 49. Après, on a eu la même chose, on a eu des cas similaires avec des traitements très tôt en saison, fin juillet, début août, en 44 également. Donc, on est sur un apiculteur qui a traité à la Pivard, donc le traitement qui était recommandé l'été dernier, donc dès le 9 août. Et puis, il a eu un constat au 10 septembre, finalement, avec des problématiques rencontrées sur ces colonies. Les lanières avaient été déplacées dans le couvain. Vous savez qu'on est sur un traitement qui fonctionne par contact. Donc, il faut forcément que les lanières soient correctement placées pour être efficaces. La colonie avait été stimulée et nourrie 2 fois. Donc, pour le moment, une situation plutôt propice à une bonne efficacité du traitement. Finalement, au constat de mon collègue vétérinaire, on était sur des colonies au début septembre où il ne restait plus que 2 cadres de couvain. Allez, 6-7 000 abeilles pour les plus faibles, donc une grosse dépopulation. Et puis derrière, des signes sur le couvain. Donc, quelques ruches étaient très belles, mais beaucoup étaient pas terribles non plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas eu de comptage avant le traitement, donc on ne sait pas trop où on en était. Donc, là, une obligation d'intervenir en urgence, surtout que les couvains n'étaient pas jolis. Donc, il y a eu finalement une intervention pour faire en sorte de retirer le couvain, notamment qui était très malade, pour faire un traitement à l'acide oxalique. Là, c'était un apibioxal hors couvain pour faire en sorte de faire tomber les varrois qui restaient. Vous avez les données de comptage qui étaient là et on voyait bien que les pressions varrois étaient conséquentes sur le rucher et qu'il fallait intervenir dans l'urgence. Il y a eu une analyse virus qui a été faite et le DWVB, sans étonnement, a été détecté à une charge virale évocatrice d'une infection clinique. Donc, au final, on se pose des questions, on intervient dans les bonnes on intervient correctement et pourtant, finalement, on se rend compte qu'on est face à une varrose avec des signes cliniques de varroa très importants, donc une infestation trop importante, des charges virales qui sont conséquentes. Donc, la question, c'est de se dire comment on fait, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a une résistance? Est-ce que l'infestation de départ était trop importante et ce qui fait que notre intervention n'a pas fonctionné? Donc forcément, ce type de situation où on arrive face à, dès le début du mois d'août, à une problématique de varrose, pose question et demande à réfléchir un petit peu à ce qu'on veut faire à l'avenir. Donc là, vous avez un petit résumé finalement des infestations résiduelles qu'on peut observer en Pays de la Loire. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais tous les ans, on vous propose d'aller faire des comptages d'infestations résiduelles varroa à l'issue de votre traitement. Donc, quand vous faites votre traitement, on vous demande d'attendre 10 jours et de faire des comptages à l'issue de ces 10 jours-là, encore sur 10 jours, pour s'assurer et vérifier que votre traitement a correctement fonctionné. Cette surveillance, elle a 2 objectifs. Elle a un objectif pour vous assurer que votre traitement a bien fonctionné et que votre colonie n'a pas besoin forcément d'un traitement de rattrapage. Et une deuxième chose, elle nous permet d'avoir une surveillance collective sur la région pour s'assurer que les traitements fonctionnent toujours correctement bien. Donc là, vous voyez, ça fait 6 ans qu'on fait ce recensement d'infestations résiduelles sur la région. On commence à avoir pas mal de données et on voit bien que d'une année sur l'autre, toutes les années, on a des petites variations, mais on n'a jamais plus de 70% des colonies où finalement l'infestation résiduelle est satisfaisante. Là, sur le graphe, c'est le nombre de varrois qui ont été comptés pendant 10 jours. On voit bien qu'on tourne entre 45 et 70% des colonies qui ont une infestation résiduelle satisfaisante.
En objectif, on vous dit tous les ans, il faut que vous ayez moins d'un demi-varroa par jour qui chute. Sinon, il faut intervenir avec un traitement de rattrapage pour faire en sorte de redémarrer correctement l'année d'après. Donc, on voit bien que les traitements d'été sont intéressants. Sans eux, nos colonies s'effondrent, mais ils peuvent ne pas être suffisants finalement pour anticiper la saison suivante. Donc, quelle conclusion? La conclusion, c'est de se dire il faut qu'on aille plus loin dans notre gestion varroa qu'avec un simple traitement d'été. Il faut réfléchir à une gestion plus globale et aussi réfléchir à surveiller nos colonies via des comptages pour s'assurer que nos infestations sont maîtrisées. Alors ça, c'est un petit exemple, avec une petite phrase que je trouvais intéressante. Le nombre de varrois résiduels dépend à la fois du pourcentage d'efficacité de votre traitement, mais également de l'infestation initiale en varroa. Régulièrement, en fait, quand on vous pose la question, quand vous comptez plein de varrois à l'issue de votre traitement, vous nous dites c'est que le traitement ne fonctionne plus. Mais ça peut être autre chose aussi si vous voulez. Ce n'est pas forcément systématiquement un problème de résistance de vos varrois finalement aux médicaments utilisés. Ça peut être aussi en lien avec finalement également une infestation initiale un peu trop importante. Là, vous avez un exemple, si vous voulez, de traitement, si vous voulez, où lorsqu'on a plus de, par exemple, 95% d'efficacité, on se rend compte que dès lors qu'on va dépasser 1500 varrois, on peut avoir finalement 75 varrois résiduels, voire 100 varrois résiduels pour une colonie avec 2000 varrois. En gros, on estime qu'une colonie, si vous voulez, passera correctement l'hiver et pourra attendre son traitement d'été de l'année suivante, dès lors qu'elle a moins de 50 varrois résiduels. C'est les petites courbes exponentielles que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, dès lors qu'on va tomber sur un traitement finalement où on aura une efficacité qu'à 90%, on se rend compte que dès lors qu'on dépasse les 1000 varrois au sein d'une colonie, on est au-delà des 50 varrois résiduels. Et puis, si on chute sur un traitement qui a une efficacité autour de 80%, malgré une infestation de départ finalement, alors, ça a changé, malgré une infestation de départ maîtrisée, systématiquement, on trouvera finalement une infestation résiduelle trop importante pour la colonie. Donc, au final, on se rend compte qu'il est important de maîtriser tout au long de l'année notre pression varroa pour faire en sorte qu'elle soit la moins importante au sein de la colonie pour que notre traitement, qui aura une efficacité peut-être de 90 ou 95%, ou même en dessous de 85%, soit suffisante finalement pour faire en sorte qu'on ait une infestation résiduelle maîtrisée. Je vous ai mis à tout hasard, pour votre curiosité sur la droite, un petit graphique. Alors, la légende va sauter, je vais la rajouter, sur les médianes des niveaux d'infestation qui ont été communiqués par la santé de l'abeille. Vous savez que tous les ans, la santé de l'abeille va faire une analyse des comptages qui ont pu être faits sur le territoire français. Et je vous ai pris année par année, finalement, les médianes des niveaux d'infestation qui ont pu être observés sur les colonies en France. Alors, la médiane, ça veut dire que c'est le seuil où on a 50% des colonies qui sont... que 50% des colonies sont à ce seuil-là. Donc, on se rend compte que régulièrement, les colonies sont entre 1000 et 1500 varrois en infestation en médiane, si vous voulez. Donc, ce qui veut dire qu'on est systématiquement, finalement, quand on est à 1500 varrois, malgré un traitement avec une efficacité à 95%, on sera systématiquement sur une infestation résiduelle trop importante pour une colonie. Alors ça, c'est un autre exemple de chute de comptages qui ont été faits dans le Maine-et-Loire sur des plateaux, sur pas mal de colonies chez nos collègues du 49. Ce graphe-là, je le trouvais intéressant. On se rendait compte que sur des colonies qui avaient bien produit tout au long de l'année, il y a eu des pré-comptages qui ont été faits avant vos traitements d'été, donc sur 15 jours. Donc, on voit les résultats des pré-comptages qui permettaient d'avoir une estimation un petit peu de la pression varroa sur les colonies. Vous aviez les chutes sur la deuxième colonne, là, vous avez les chutes varroa qui ont eu lieu pendant la durée du traitement. Et enfin, les résiduels mesurés. Donc, on se rend compte qu'on a des colonies qui régulièrement étaient sur 2000, 3000, 4000, voire 6000 varrois finalement tombés au cours de la période de traitement. Et on se rend compte également que les résiduels étaient assez bien corrélés. C'est-à-dire que dès lors que les infestations étaient trop importantes,
finalement, on se retrouvait avec des résiduels qui étaient quand même conséquents au niveau des colonies. Par exemple, sur la colonie numéro 10, ici, avec 6500 varrois, on se rendait compte que sur 35 jours, on était à 220 varrois, soit environ 6 varrois par jour en résiduel. 10 fois plus que ce qu'on vous met en seuil tolérable. Donc clairement, ça veut dire que sans comptage, c'était des belles colonies, sans comptage, on ne peut pas se faire une idée de cette pression initiale. Vous pouvez avoir des colonies qui vont produire énormément en saison, qui vont produire du coup énormément de couvains, et de ce fait, qui vont multiplier énormément les varrois. Et sans mesure associée pour vérifier cette pression varroa, on se rend vite compte que parfois, on atteint des niveaux d'infestation qui sont très conséquents. Et malgré des traitements avec des efficacités importantes, on peut se retrouver finalement avec des résiduels conséquents. Alors, où en êtes-vous pour vos colonies? Alors, Alexandre, vous avez envoyé un petit sondage pour essayer de réfléchir un petit peu en amont de la réunion à 2-3 points. Donc, j'ai extrait juste deux données du sondage. Il y a eu une petite trentaine de retours. C'était de savoir un petit peu comment vous gériez un petit peu vos colonies en termes de traitement sur la région. Et ce qui était intéressant, c'était de voir que vous aviez un gros tiers des apiculteurs qui gèrent les colonies avec un seul traitement d'été. Donc, vous gérez votre traitement d'été qui est le plus important. C'est vrai que celui-là va permettre finalement de faire en sorte d'avoir des abeilles d'hiver qui soient les plus saines possibles. Vous avez un tiers des répondants qui disaient avoir associé un traitement d'été à un traitement de rattrapage l'hiver. Et enfin, on avait quand même 25%, un peu plus de 25% des apiculteurs qui géraient plusieurs fois varroa au cours de la saison, au moins 3 fois. Donc avec des interventions autres qui sont là pour essayer de maîtriser un peu plus cette croissance exponentielle et de faire en sorte de maîtriser varroa un petit peu tout au long de la saison. Alors, sur les infestations, pour les mesures d'infestation, il y avait un petit questionnaire aussi qui vous avait été posé. Alors, ce que je trouvais encore dommage, si vous voulez, c'est qu'on se retrouvait quand même avec 44% des répondants qui n'effectuent jamais de comptage. Aujourd'hui, on se rend compte que sans comptage, je vous l'ai dit dès le début, varroa, on ne se rend pas compte. Parfois, nous, on prend notre shaker pour compter les varrois en phorétique lors d'une visite et on est parfois très surpris entre notre résultat de comptage et le visuel. Donc, c'est en ça qu'aujourd'hui, si on veut gérer correctement varroa et pas être surpris tout au long de la saison, malheureusement, les comptages sont devenus indispensables pour monitorer, entre guillemets, nos colonies. Alors, quels outils vous avez pour gérer varroa? Il y a forcément des médicaments, mais il n'y a jamais de grande nouveauté sur les médicaments. C'est toute la problématique d'essayer de traiter varroa avec des acaricides qui ne soient pas nuisibles pour notre abeille. Donc, on n'a pas de grande nouveauté en termes de molécules. Vous avez la mitrase que vous connaissez, c'est votre apivar ou votre apitrase. C'est votre traitement, vos 2 lanières que vous mettez au contact du couvain pour faire en sorte que les varrois passent dessus et d'avoir une efficacité finalement ciblée sur les varrois phorétiques. Vous avez 2 autres médicaments qui sont autorisés en apiculture conventionnelle et qui ont un peu la même façon d'utiliser, le même type d'utilisation. Donc, on est aussi sur des lanières qui sont là pour être aussi en contact avec les varrois en phase de phorésie et avoir une efficacité pour limiter la pression varroa. Donc, les médicaments qui existent à ce jour sont soit à base de flumétrine, soit de tofluvalinate. Je pense que vous connaissez plus le tofluvalinate parce qu'en 2019, lors de la dernière rotation des molécules, c'était le traitement qui était disponible à cette époque-là. Aujourd'hui, sur le marché, on a des médicaments qui sont présents à base de flumétrine, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de grande innovation. La flumétrine reste, si vous voulez, un traitement de la même famille finalement que le tofluvalinate. Alors, ce qu'on sait par rapport à ces traitements-là, c'est qu'il faut qu'il y ait des alternances. La résistance, notamment au tofluvalinate, est très bien décrite. On sait que ce traitement-là peut être utilisé que ponctuellement, sinon on obtient très rapidement des résistances au tofluvalinate de la part de nos varrois. Et c'est en ça que c'est des molécules qu'on peut utiliser ponctuellement pour faire en sorte d'alterner par rapport à la mitrase qu'on veut protéger, qui est le médicament qui a l'efficacité la plus régulière sur nos colonies. Alors, vous avez d'autres types de médicaments qui existent, qui sont disponibles en apiculture biologique et en conventionnelle. Alors, vous avez ce qu'on appelle l'acide formique,
Alors, l'acide formique, aujourd'hui, c'est le Formic Pro qu'on a sur le marché. Problématique de ces médicaments-là, c'est que leur efficacité est très dépendante avec les températures. Dès lors qu'on va avoir des températures qui sont trop chaudes, on ne peut pas intervenir auprès des colonies, sinon on a des risques d'atteinte, notamment DRN et des problématiques sur les colonies. Et puis, s'il fait trop froid, on peut avoir des problèmes de diffusion aussi et d'inefficacité des traitements. Alors, ce qui est intéressant avec ces molécules-là, c'est quand même la seule molécule qui a une efficacité sur les varrois qui sont présents dans le couvain, ce qui n'est pas le cas de tous les autres médicaments. Vous avez l'acide oxalique qui est aussi utilisable et que vous utilisez peut-être en période hivernale ou sur vos essaims. Donc, c'est un traitement qui fonctionne uniquement sur les varrois en phase de phorésie. Donc, on leur recommande fortement à l'utiliser uniquement en absence de couvain pour que son efficacité soit bonne. Vous avez le Varromed qui est un mélange d'acide oxalique et d'acide formique. Donc, c'est un traitement avec un dosage un petit peu particulier qui est intéressant notamment pour faire un petit rattrapage, mais en traitement d'été, on a des résultats qui ne sont pas terribles. Et enfin, on a des médicaments à base de thymol qui ont été très utilisés en apiculture biologique, donc la piguard, la pilavar et le thymovar. Et pareil, avec une efficacité qui est très liée aux conditions de température. Donc, il faut qu'il fasse ni trop chaud ni trop froid pour avoir une efficacité qui est suffisante. Et on se rend compte que ces médicaments ont des efficacités qui sont très variables. Aujourd'hui, vous avez d'autres outils qui vous permettent de gérer varroa. C'est-à-dire qu'on peut, il y a les médicaments, c'est une solution ponctuelle, mais on peut aider à faire en sorte que nos traitements fonctionnent mieux quand on les associe à de la biotechnie. Alors la biotechnie, clairement, vous avez plusieurs méthodes qui existent. Vous avez par exemple l'encagement de la reine, vous en avez peut-être entendu parler. Comme je vous le disais plusieurs fois, la plupart des médicaments finalement fonctionnent uniquement sur les varrois en phase de phorésie. Donc le principe de l'encagement de la reine, c'est de faire en sorte finalement de créer une rupture de couvain pour qu'à un moment, tous les varrois se retrouvent en phase de phorésie et que vous puissiez les atteindre avec un traitement flash, par exemple avec un acide oxalique. Alors, c'est un traitement qui est intéressant, mais qui n'est pas d'accès à tout le monde. Ça nécessite d'avoir, par exemple, marqué toutes ces reines, de pouvoir les retrouver en été. Enfin, c'est assez compliqué techniquement et ça demande une maîtrise et d'avoir besoin de renouvellement de reines pour assurer le coup si derrière la reine n'était pas acceptée ou ne répondait pas après avoir été relâchée. Alors, vous avez d'autres techniques qui existent en termes de biotechnie. Vous avez piégeage dans le couvain mâle. Vous savez que le cycle de couvain mâle est un petit peu plus long et fait émerger davantage de varrois. Et également que la nymphe est plus grosse et va attirer davantage les varrois. Ce qui fait que c'est une technique qui est intéressante en termes de biotechnique, qui a renouvelé plusieurs fois dans la saison pour faire en sorte d'avoir une petite efficacité sur varrois. La problématique qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas non plus faire de l'élevage de mâles. Si vous le laissez émerger, vous laissez aussi émerger davantage de varrois. Donc, c'est en ça que le piégeage en couvain mâle demande à être suivi très régulièrement pour faire en sorte de l'éliminer au fur et à mesure lorsqu'il y en a besoin. Vous avez d'autres mesures biotechniques qui existent. Donc, le retrait de couvain d'ouvrières, on en a parlé par exemple sur le cas extrême de tout à l'heure, pour essayer d'intervenir en urgence et de supprimer finalement le couvain malade. Quand vous avez des colonies qui sont très atteintes, ça peut être une solution extrême, mais qui est nécessaire pour supprimer du varroa et l'associer en général avec un traitement hors couvain à l'acide oxalique. Vous avez le grattage et le griffage de couvain également, dans le même principe. Il faut savoir que quand vous créez vos essaims artificiels aussi, c'est une solution pour essayer de limiter la pression varroa. Vous allez retirer forcément mécaniquement un petit peu de varroa et en même temps, vous allez casser un petit peu la dynamique exponentielle des varrois. Et enfin, vous en avez sûrement entendu parler, vous avez les traitements thermiques qui commencent à être réfléchis un petit peu sur la gestion varroa. En fait, c'est des systèmes où vous procédez à un chauffage finalement, de la colonie entre guillemets, des cadres de couvain en tout cas, pour faire en sorte d'atteindre un niveau où on a une atteinte du varroa et pour autant pas d'atteinte des abeilles adultes ou du couvain. Donc ça, c'est encore des systèmes qui sont chronophages, coûteux et encore, je dirais, expérimentaux. Alors, j'en viens là. Pourquoi l'alternance ? Notre objectif, vous l'avez compris, c'est qu'on est de plus en plus confronté à des charges varrois conséquentes dans nos colonies et on a besoin de protéger les médicaments qui sont aujourd'hui indispensables, notamment pour notre traitement d'été.
Et pour protéger ces médicaments de l'apparition de résistance, il faut qu'on alterne les traitements. Alors, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, s'il reste des varrois après traitement, c'est qu'ils ne fonctionnent pas. Non, ça, c'est pas vrai. Ça peut être plein de choses, comme on l'a dit tout à l'heure. Peut-être une résistance, mais ça peut être aussi un traitement trop tardif, trop court, non adapté, une infestation trop élevée au départ ou une réinfestation. Sans comptage associé, c'est compliqué de savoir exactement ce qui s'est passé. C'est en ça que, comme je vous le disais, un monitoring de vos colonies, malheureusement, reste aujourd'hui quelque chose de crucial pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans vos colonies. Alors, si on réfléchit à résistance, alors les résistances sont quand même présentes, il faut le savoir. Vous avez plusieurs types de résistance à un médicament qui existe. Alors, c'est des données, des généralités qui ont été extraites de la santé de l'abeille, mais qui sont valables pour pas mal de choses. Vous avez plusieurs types de résistances qui existent. Alors, soit vous avez des résistances qui peuvent être comportementales. Je vous donne un exemple bête. Une colonie partitionnée, ça peut arriver que quand on leur fait un traitement, par exemple avec de l'acide formique, elles aillent se cacher de l'autre côté de la partition. Parce que ce traitement-là est quand même difficile à accepter pour elles. Et dans ces cas-là, il y a une sorte de volonté d'échappement. Donc, c'est une sorte de résistance comportementale. Vous avez des résistances physiologiques qui existent. Ça va être, par exemple, là, il y a des choses qui existent, qui ont été décrites, notamment sur l'acide oxalique et la flore digestive. Là, il y a pas mal de problématiques qui sont en train de se réfléchir, notamment sur la flore digestive de l'abeille qui essaye de lutter, entre guillemets, contre l'acide oxalique. Et vous avez une sorte de résistance physiologique des bactéries présentes dans l'intestin de l'abeille pour essayer de dégrader l'acide oxalique. Et on a une sorte de résistance physiologique qui apparaît pour le varroa en lien avec la flore intestinale de l'abeille. Et vous avez d'autres types de résistances qui existent, donc les résistances biochimiques. Donc derrière, vous avez des résistances par augmentation des capacités de détoxification. En gros, c'est des enzymes qui sont produites pour essayer de détoxifier un petit peu le médicament, entre guillemets. Et puis, vous avez des résistances par modification de la cible. En gros, c'est comme si vous changiez la serrure d'une clé pour faire en sorte que le médicament ne puisse plus atteindre sa cible. Donc, sur ces deux derniers-là, c'est bien connu pour le varroa. Donc, c'est un petit schéma pour vous montrer un petit peu comment résiste varroa à un médicament. Vous avez différents niveaux de résistance des varrois qui sont schématisés sur le graphique. Donc, vous avez des varrois en blanc qui sont faiblement résistants et des varrois plus foncés là, qui sont très résistants au traitement que vous allez utiliser. Tout simplement, quand vous allez mettre une pression de sélection, vous allez mettre votre médicament en contact avec le varroa. Mais au final, il ne nous restera que des varrois très, très résistants à moyennement résistants présents. Et ces varrois-là vont se multiplier de l'année d'après si on n'intervient pas, enfin l'année d'après ou dans le futur, si vous voulez, si on n'intervient pas, et ça crée une sorte de pression de résistance. Et ça explique bien pourquoi il est important d'alterner les molécules pour limiter cette sélection de résistance. Alors, ce qui est sûr, c'est que comme pour les antibiotiques, il y a des phénomènes de réversion qui existent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous arrêtez d'utiliser un médicament, le varroa n'étant plus en contact avec ce médicament de façon récurrente, progressivement, les varrois vont retrouver une certaine sensibilité au médicament. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on a un système d'alternance qui existe, parce qu'on connaît très bien notamment le phénomène de réversion sur le tofluvalinate. Il a été très utilisé dans les années 90. Les résistances ont été vite décrites. Et ils ont pu étudier aussi le retour à la sensibilité des varrois, on va dire, dans le temps, au tofluvalinate, lorsqu'on ne l'utilisait plus. Donc, on sait très bien que le temps de réversion, donc le temps que nos varrois redeviennent sensibles, notamment au tofluvalinate, a été mesuré et est environ 5 ans. Donc, quelles molécules sont concernées? Vous avez des graphiques ici. Donc, un premier graphique à gauche qui vous présente finalement des concentrations de tofluvalinate qu'il faut appliquer finalement et qui vont entraîner la mortalité des varrois. Donc, on se rend vite compte qu'il y a deux systèmes de courbes. Il y a une première partie, si vous voulez, où finalement, les concentrations pour atteindre un taux de mortalité conséquent de varrois sont faibles. Et vous avez un deuxième groupe d'individus, finalement, où les concentrations doivent être plus élevées pour atteindre une efficacité correcte. Donc, très vite, ils se sont rendus compte, dans les années, vous voyez, 90,
qu'on commençait à avoir des populations de varroa résistantes qui atterrissaient sur le territoire. Vous avez à droite, en fait, une autre étude qui a été faite sur le portage de gènes, en fait, si vous voulez, résistants. Et ça a été très bien décrit dernièrement, hein, ça date de 2013, autofluvalinate. Donc, c'est une mutation qui est apparue au niveau des varrois sur nos varrois, en fait. Une mutation qui est apparue en Europe. Vous avez d'autres mutations qui sont apparues dans le monde. Et on se rend compte que là, vous êtes sur un territoire d'Italie. Suivant la zone où vous vous situiez, il y avait des colonies qui étaient soit porteuses, enfin des varrois qui étaient soit très sensibles, soit intermédiaires, soit vraiment très résistants, porteurs tout simplement des deux allèles de résistance. Donc, en fait, vous avez un phénomène qui est très bien connu sur le taux fluvalinate, hein, c'est le système de la clé dont on parlait. Donc, vous avez une résistance génétique qui est présente et qui fait que si cette résistance est présente, derrière, on n'aura pas d'efficacité de notre taux fluvalinate sur nos varrois. C'est une autre étude qui existe sur les mutations possibles. Là, c'est sur l'amitrase. Donc, on sait que la résistance à l'amitrase, elle existe également. Mais elle est plus complexe et moins fréquente, moins connue, on va dire. Donc, c'est en ça que il est important, on voit bien que nos varrois résistent aux différents traitements existants, mais il est important finalement d'avoir une gestion raisonnée de nos médicaments pour pouvoir les préserver dans le temps. Et dernièrement, vous voyez qu'il y a une étude qui est apparue, on en a parlé rapidement, sur l'isolation finalement de bactéries qui étaient capables finalement de détruire l'acide oxalique et de faire en sorte que les varrois ne soient plus en contact finalement avec cette molécule-là. Donc tout ça pour vous dire que les résistances sont bien connues, elles commencent à être présentes et elles sont dépendantes finalement de nos pratiques et de nos utilisations sur le terrain pour faire en sorte de limiter leur présence et leur apparition. Alors, comment faire pour détecter une résistance en apiculture? Dans un premier temps, ce qu'on vous a mis, c'est déjà de regarder les retours de terrain. Essayez, comme on le disait tout à l'heure, de monitorer et comprendre un petit peu ce qui se passe. Si à l'issue de votre traitement, vous avez une infestation très importante, qu'est-ce qu'on va faire en tant que veto? On va remonter les problématiques en pharmacovigilance. On va leur dire, on a un problème sur des colonies qui ont été traitées dans les clous, comme on disait tout à l'heure, début août, avec des retraits de lanière dans les clous, etc. Mais on est sur une atteinte de varrose sur les colonies qu'on a investiguées. La problématique, c'est qu'on va avoir des comptages à l'issue du traitement, mais on ne saura pas ce qui s'est passé en amont. Donc, c'est en ça qu'il est important de suivre les données terrain pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe en termes d'efficacité. Ça y est, on y est. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je continue. Du coup, vous avez pas mal de façons de détecter. Enfin, il y a des choses qui peuvent être faites quand même un petit peu à côté. Vous avez des tests qui sont possibles. Vous avez les tests de Pétis, par exemple, où tout simplement, on va sur le terrain mettre en contact des varrois, des abeilles avec des varrois phorétiques avec le traitement qu'on veut entreprendre. Par exemple, nous, en 44, on a testé ça sur quelques ruchers pour se faire une idée pour cette année de la sensibilité de nos varrois autofluvalinate. Vous avez des tests phénotypiques où, pareil, on va aller chercher des varrois vivants dans les colonies. Donc, la problématique, c'est qu'il faut quand même des varrois en conséquence pour pouvoir après, derrière, les mettre en laboratoire en contact avec des concentrations différentes de tofluvalinate ou d'amitrase pour regarder si, clairement, ils sont sensibles ou pas aux molécules utilisées. Et vous avez des tests protéiques ou moléculaires qui existent aussi, mais qui sont plus utilisés aujourd'hui à titre de recherche. Donc, ce n'est pas toujours évident si vous voulez détecter facilement une résistance. Ce qui compte, c'est vraiment, dans un premier temps, je dirais, les retours de terrain. Alors, qu'est-ce qui existe en tests disponibles? Vous avez quand même un laboratoire qui a développé des tests possibles, notamment, comme on le disait, phénotypiques. Ils ont pu, sur le terrain, aller chercher les concentrations de molécules qui avaient une action pour tuer, si vous voulez, 90% des varrois. Et ces molécules-là, elles ont été, ces populations-là, elles ont été définies des populations de test, notamment sur des populations qui n'ont jamais été en contact avec ces molécules-là, ont été testées pour définir ces CL90. Et ça a permis de définir finalement des phénotypes de varrois plus ou moins sensibles ou résistants aux différentes molécules.
Donc, vous avez pas mal de choses qui existent. Là, c'est un extrait finalement d'un document d'Interapie sur les résistances aux acaricides. Sur la droite, vous avez une deuxième étude, hein, vous avez des études génotypiques qui commencent à arriver, où on va chercher directement finalement, savoir si, notamment pour le tofluvalinate, si les populations de varroa sont complètement sensibles au tofluvalinate ou résistantes. Mais là, comme je vous le disais tout à l'heure, on est encore à un niveau de recherche pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe sur nos populations de varroa. Et après, vous avez des choses qui sont parfois difficiles. C'est-à-dire que vous avez parfois des absences de corrélation entre ce que vous observez sur le terrain et les données phénotypiques. Donc ça, c'est un extrait qui a été fait de la santé de l'abeille, ou des colonies où on pensait finalement avoir des problématiques de résistance à la mitrase, et on ne les retrouvait pas forcément systématiquement d'un point de vue phénotypique. Donc, c'est en ça que je vous dirais, ce qui me semble le plus important aujourd'hui, c'est d'avoir une bonne pratique de gestion de ces médicaments pour faire en sorte de limiter les risques d'apparition de résistance et de contrôler ces populations, contrôler ces pressions varroa au sein de ces colonies pour vérifier que nos ruchers sont en bonne santé. Alors, quelques données aussi, hein, pour vous montrer un petit peu quelques données sur des études qui ont pu être faites sur des populations sensibles ou résistantes à différentes molécules. Là, c'était au tofluvalinate. Mais on se rend compte ponctuellement qu'il y a des points qui sont analysés parfois. À chaque fois, ça correspond à un rucher. Mais ça permet de se faire une idée sur son rucher ou sur quelques-unes de ces colonies de son rucher. Mais ça ne permet pas de savoir exactement où on en est en France, si vous voulez, sur la gestion de la sensibilité, d'avoir des profils complets, si vous voulez, de la sensibilité et de la résistance de nos varrois sur nos colonies. Là, c'est une autre étude, d'autres points qui ont été faits d'un point de vue phénotypique, hein, pareil, issu finalement d'une synthèse qui a été réalisée avec Interapie, quelques ADA et Apinov. Donc, pour avoir fourni quelques populations de varroa, notamment en Loire-Atlantique, après 2019, hein, où on était sur des années finalement où on était sur une utilisation de tofluvalinate sur le territoire, et on s'était retrouvé avec des colonies sensibles. Mais clairement, ce qui est difficile de dire, si vous voulez, c'est ce qui compte, hein, et ce qui est important, c'est qu'une carto comme ça, qui vous met quelques points, ça ne vous donne pas trop d'indications finalement sur l'historique des colonies, ce qu'elles ont eu en amont comme type de traitement. Donc, c'est compliqué d'aller interpréter des cartographies de résistance ou de sensibilité des varrois quand on est finalement sur des colonies que l'on ne connaît pas. Donc, comment répondre au risque d'émergence d'une résistance pour conclure par rapport à tout ce qu'on vient de voir? L'alternance nous semble être une priorité aujourd'hui. Il y a deux moyens finalement de réfléchir à l'alternance. Donc, vous avez l'alternance interannuelle, comme on vous le propose aujourd'hui, de changer les molécules, de faire en sorte d'alterner, de ne pas mettre tout le temps systématiquement de la pivare ou de la mitrase dans vos colonies pour faire en sorte de désaccoutumer un petit peu et de protéger cette molécule dans le temps. Connaissance des périodes de réversion, on en a parlé tout à l'heure. Certaines ont été étudiées. On sait que quand on ne met plus en contact certaines populations de varroa avec des molécules, au bout d'un moment, elles retrouvent une certaine sensibilité. C'est décrit pour les varroa, mais c'est décrit notamment, par exemple, pour les antibiotiques où ça a été vraiment étudié, quoi. Et sur la lutte alternée, il y a une autre façon aussi de lutter pour faire en sorte de limiter l'émergence de résistance, c'est aussi la lutte intra-annuelle. Donc ça, on vous le propose régulièrement tous les ans, systématiquement, quand vous avez des varrois résiduels à l'automne, hein, quand vous faites votre comptage. On vous conseille fortement, lorsque vos comptages sont non satisfaisants, de rajouter un traitement d'hiver avec une autre molécule, un autre système de fonctionnement pour faire en sorte de limiter et modifier cette pression de sélection. On peut peut-être faire une petite pause question, Alexandre, si je pense qu'on a fait le J'allais tour te un le petit peu. proposer justement. Ouais. Alors, on a une première question du coup de Mathilde qui nous demandait justement, on parlait de ça, en cas de non-comptage pré-hivernal, mais par contre, il y a une réalisation des traitements. Donc là, un traitement d'été à Pivard et du coup, elle nous dit également un apibioxal, donc également un traité d'automne, un traitement d'automne. Est-ce que tu préconises un comptage de printemps tout de même? Donc si oui, Alors, excuse-moi.
Vas-y. Quel comptage tu préconises du coup? Alors effectivement, je pense que c'est intéressant toujours d'aller regarder où on en est en démarrage de saison. Notamment, on a des problématiques, on en a eu l'année dernière, notamment de problématiques d'efficacité de notre apibioxal en hiver. Votre apibioxal va fonctionner uniquement si on est en absence de couvain. Et vu qu'on a quand même des petits soucis parfois de non-rupture de ponte, il peut quand même être intéressant, à mon sens, de faire un traitement à l'issue de l'hiver pour s'assurer que ces colonies vont redémarrer correctement au printemps. Clairement, moi, je le conseille assez régulièrement en février-mars. On va en reparler tout à l'heure. Je trouve ça intéressant d'aller regarder en ce moment l'état de la pression varroa dans nos colonies pour faire en sorte de savoir si on ne s'est pas planté sur un rucher tout simplement. Parce que si on redémarre comme on l'a vu tout à l'heure très haut, derrière on est sûr qu'on aura une infestation qui sera non maîtrisée et qui ne pourra pas attendre le traitement d'été classique, quoi. Tandis que si on redémarre bas, au moins on est plus confiant et on sait que notre saison sera beaucoup plus sera bien mieux maîtrisée, quoi. Et puis du coup, justement, on parlait d'une méthode de comptage. Donc, pour cette saison, quelle est la méthode de comptage adaptée, Caroline? Alors, vous avez plusieurs façons pour compter les varrois. Donc, soit vous les comptez dans le couvain, c'est un peu compliqué, c'est un peu laborieux, et puis on peut se tromper parce que d'un cadre de couvain à l'autre, les varrois ne sont pas toujours répartis de la même manière. Donc, ce n'est pas forcément la technique qu'on va encourager. Si vous faites du piégeage dans le couvain mâle, c'est toujours intéressant d'aller regarder ce qu'il y a dedans. Ça permet de voir si le couvain mâle était très infesté ou non. On encourage plutôt 2 types de comptages, donc soit les comptages de varrois phorétiques. Alors, la problématique des comptages de varrois phorétiques, c'est que c'est une technique qui est, qui n'est pas très sensible, mais qui est très spécifique. C'est-à-dire que si vous n'en trouvez pas quand vous faites votre comptage de varrois phorétiques, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. En général, en fait, quand vous en trouvez, vous savez que votre infestation est trop importante, mais quand vous n'en trouvez pas, en fait, on n'est pas assez sensible et on ne peut pas systématiquement conclure. En varroa phorétique au printemps, on dit qu'il faut être en dessous de 1. Il faut être en gros à 0 si vous voulez. Donc, si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas à 0, c'est sûr que vous n'êtes pas bon. Mais si vous êtes à 0, une fois de temps en temps, vous vous trompez. Et la dernière technique, quand on le peut, c'est vrai que c'est une technique qui est plus chronophage, mais qui est beaucoup plus intéressante en termes de résultats et d'interprétation. C'est comme on l'a vu sur les graphiques de tout à l'heure, c'est les comptages sur l'ange. Alors, la problématique des comptages sur l'ange, c'est qu'il faut les renouveler régulièrement. Il faut les relever tous les 3-4 jours, grand maximum, parce que sinon, on peut avoir finalement des biais et des comptages qui seraient faussés. Donc, il faut les renouveler régulièrement et surtout, il faut compter minimum sur 10 jours. Parce que si vous comptez que sur 3-4 jours, la problématique, c'est que les varrois n'émergent pas de façon régulière du couvain. Donc, vous pouvez passer à côté d'une infestation si vous ne comptez pas suffisamment longtemps. Donc, je dirais qu'à cette période de l'année, ce qui est intéressant pour surveiller vos colonies, mais on va le revoir juste après, c'est les comptages sur l'ange si vous pouvez, parce que c'est les comptages qui sont les plus fiables, mais qui sont aussi les plus chronophages. Puis je rajouterais que dans le souci de ne pas forcément ouvrir ces colonies, justement, actuellement, en vue du temps, c'est également une très bonne façon de compter avant la visite de printemps pour savoir où on en est. Tout à fait. Ça permet de regarder plein de choses, ça permet de surveiller l'activité de la colonie en même temps. Donc, c'est vrai que les comptages en ce moment sont très intéressants pour pas mal de raisons. Et du coup, par la suite, on avait Jean-Luc justement qui nous expliquait par rapport aux documents qu'on a vus tout à l'heure sur les comptages dans le 49, Ah, qu'effectivement, il y avait eu utilisation de Formic Pro en fait, avant le passage des lanières pour les rennes du coup de 2022. Donc ça, c'était une petite précision, sur le document de tout à l'heure. Et puis, il nous a également précisé, que pour ceux qui ne sont pas au courant, effectivement, le tofu valinate, en fait, il est utilisé en agriculture, en règle générale. Donc, peut-être que c'est là aussi que se pose le souci de la résistance. alors tout Tu à me fait, trompes on a si je effectivement une problématique, c'est qu'il est utilisé notamment dans les vergers.
Alors, ce qui est assez compliqué, hein, c'est par exemple, nous, on a testé des populations de varroa sur notre territoire un petit peu à droite à gauche. Les tests de Pétis dont je vous parlais, hein, qui ne sont pas forcément faciles à mettre en œuvre, mais qui permettent de se faire une idée de la sensibilité de nos varrois. Et on se rend effectivement compte que dans certains coins, on a parfois des varrois qui sont peu sensibles à notre tofluvalinate. Donc, ça peut poser effectivement problème. Parce que nos varrois sont accoutumés, si vous voulez, à ces molécules-là. L'autre problématique qu'on a, c'est que tous les apiculteurs ne sont pas systématiquement au courant du fait qu'il y a une alternance en place sur la région. Donc, vous pouvez avoir des apiculteurs qui vont utiliser des médicaments à l'inverse de notre alternance, on va dire, en Pays de Loire. Donc, c'est en ça que c'est important de communiquer et de vraiment sensibiliser les apiculteurs sur le fait que telle année, on traite comme ça et l'année d'après, on change de molécule pour que les choses se fassent de façon vraiment coordonnée, quoi. Exactement. Et du coup, par la suite, on a Yves qui nous demande du coup quelle différence de résultat entre le comptage sur l'ange et un comptage shaker pour une même colonie. Du coup, je pense qu'on parle de coefficient d'erreur peut-être entre les deux. C'est très compliqué à vous dire. On a des bons résultats en concordance à l'automne. Quand on fait nos comptages à l'automne et qu'on regarde un petit peu sur l'ange ce que ça donne, on avait plutôt des bons résultats. Après, c'est plus variable au printemps et en été, parce que la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de couvains et comme on le disait, les varrois sont cachés dans le couvain. Et du coup, un comptage flash, enfin un comptage à un instant T, on peut se tromper. C'est en ça que je vous disais tout à l'heure qu'un faux rétique, on peut l'interpréter quand il est positif. C'est-à-dire que si vous me trouvez, par exemple, 3 varrois phorétiques pour 100 abeilles au printemps, je vais vous dire là, on est hors norme, c'est pas bon. Par contre, je ne saurais pas interpréter votre comptage à 0. Un comptage à 0, une fois sur deux, votre colonie sera saine et avec une maîtrise de votre population varroa satisfaisante. Et une fois sur deux, ça ne sera pas le cas. On se trompera une fois de temps en temps. Alors que sur l'ange, quand vous faites des comptages de façon plus allongée dans le temps, on va dire, on a des résultats qui sont plus fiables et plus fins. Je ne sais pas Par si la ça répond. suite, si, je pense, on nous contredira si ça apparaît répondu et on pourra donner plus d'informations. Et du coup, après, on a une petite question justement sur l'acide formique, qui est un moyen de lutte qui n'est pas forcément très utilisé. Et puis la question, elle se pose surtout sur la température, parce qu'effectivement, il me semble que sur le paquet directement du Formic Pro, on nous conseille des températures. Est-ce que tu nous conseillerais celle-ci? Est-ce que tu nous en conseillerais d'autres? Alors, ce qui est recommandé, hein, c'est des températures inférieures à 29,5. On se rend compte sur le terrain que au-dessus de 25 degrés, déjà, c'est beaucoup trop. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je ne conseillerais pas le Formic Pro à un apiculteur débutant, parce que c'est une molécule, si vous voulez, qui est compliquée à gérer. Et on se rend compte que entre le dosage et les températures d'application, on est quand même pas mal embêté. Pour discuter avec des professionnels, notamment en bio, qui utilisent du Formic Pro. C'est très régulier que l'été, on ait des températures de plus en plus élevées, notamment, je me souviens pas de l'année dernière, mais de l'année d'avant, où on a eu 6 semaines à plus de 40 degrés. Et on était à attendre quelle semaine on allait pouvoir traiter. Donc, c'est un médicament qui est compliqué d'utilisation. Parfois, on peut se tromper sur le dosage et ça a des conséquences. C'est en ça que c'est un médicament, je trouve, qui est délicat qui est délicat à utiliser et qui dépend de paramètres extérieurs qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, c'est pour ça aussi, hein, sur le choix de l'alternance, on va en reparler sur l'année 2024. C'est en ça que c'est pas un médicament qui a été choisi et retenu pour être une alternative. Parce qu'il demande quand même d'avoir un élevage de rennes associé. Il demande des conditions météo qu'on ne peut pas maîtriser, qui doivent être ni trop chaudes ni trop froides. Et on peut avoir parfois des conséquences sur les colonies qui sont importantes. Et c'est un médicament, pour info, qui coûte très cher aussi. On est à peu près sur un traitement à la rue qui est à 7,50 €.
Merci beaucoup, Caroline. Et du coup, on nous demande également, qu'en est-il des planchers qui, eux, ne sont pas aérés, comparés justement à des planchers qui le sont? Alors, c'est sûr que quand on a des planchers qui ne sont pas grillagés, ça pose problème pour les comptages, hein, c'est pas évident. On peut toujours le faire, mais ça complique un petit peu les choses si on ne change pas les plateaux, enfin les planchers. Dans ces cas-là, j'ai des apiculteurs qui vont glisser par l'entrée en fait des plaques qui vont protéger avec des grillages pour éviter que les abeilles ne nettoient. Mais c'est sûr que l'arrivée des planchers grillagés ou semi-grillagés, elle simplifie un petit peu la surveillance de varroa de ce côté-là. Alors, il faut savoir qu'on a beaucoup de planchers Nico, pour ne pas les citer, sur le territoire, hein. Ça a été mesuré qu'un plancher Nico n'est pas un plancher complètement grillagé. C'est en ça que, notamment sur les comptages qu'on vous fait faire à l'automne, parfois vous pouvez voir dans des publications où on vous demande d'être inférieur à 1. Nous, au vu du nombre de planchers de ce type-là sur le territoire, on vous dit même d'être inférieur à 0,5 parce qu'on sait qu'on perd une place conséquente sur les planchers Nico et qui fait qu'on sous-évalue un petit peu notre pression varroa par rapport à un plancher entièrement grillagé. Mais oui, les planchers non grillagés posent problème. Pour faire un comptage, il faut forcément les changer. C'est le plus simple. Merci beaucoup et je pense qu'on a un peu fait le tour justement des une dernière. Sur GDSA 85, nous avons fait faire des analyses de nos différentes cires. Les chiffres peuvent varier assez fortement, le plus et avec tofluvalinate où on a vu des cires pouvant passer de je viens d'envoyer un fichier sur ces analyses. Bon, Alors, on sait qu'effectivement, on peut avoir de l'accumulation de ces molécules-là et des résidus dans les cires. C'est en ça que vous avez des pratiques. Dans tous les médicaments, on vous le dit, vous devez avoir un taux de rotation de vos cires qui sont conséquents. Donc, il faut changer, c'est clairement dit, 2 à 3 cires par an pour faire en sorte de limiter cette accumulation de résidus dans les cires. La problématique de la cire, elle est vraiment importante. On l'a aussi avec la mitraz, et effectivement, on l'a davantage encore avec le tofluvalinate. Alors, pour vous parler de ce qui se passe en 44, j'ai plutôt orienté, moi, de mon côté, à partir vers le Bévarol en me disant que j'avais l'impression que dans les études, on avait un petit peu moins d'accumulation de résidus dans les cires, mais c'est pas forcément. Voilà, c'est clair que c'est une problématique générale des médicaments. On est sur des médicaments qui vont être absorbés par les cires, comme pas mal de contaminants de l'environnement. merci Yves. Je viens de recevoir ton mail, il me semble, du coup, avec le document. Donc, si tu es d'accord, je pourrais le partager au reste des personnes présentes ici, si ça vous intéresse tous. Et puis, je pense qu'on va pouvoir continuer tout simplement notre webinaire, donc sur le nombre de ruches traitées via le programme Alternance depuis 2020. Alors, Yves, clairement, Yves, alors, excuse-moi, Yves, je t'invite à répondre dans le chat plutôt que par Ok. message. Alors là, vous avez une petite présentation, une petite diapo en fait qui présente un peu le nombre de ruches traitées via le programme d'alternance depuis 2020, depuis que le GDS Pays de Loire a repris le suivi de l'alternance sur la région. On voit bien que d'année en année, que ce soit en bio ou en conventionnel, le nombre de ruches qui suivent l'alternance augmente. Donc ça, c'est une bonne chose. Ce qu'on espère, c'est que ça va continuer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la dernière année où on a eu du tofluvalinate, c'était en 2019, donc 2024. On espère que cette croissance sera toujours présente et que les gens vont suivre l'alternance au niveau de la région. Alors, quelques petites données un petit peu sur les infestations résiduelles. On vous en a parlé tout à l'heure, mais là, on les a détaillées en fonction des molécules utilisées. Alors, clairement, vous avez des différences qui existent entre la Pivar et la Pistan, suivant les années. On vous a mis la Pivar en 2016, 2017, 2018, 2019 et la Pistan est toute année confondue et la Pistan en 2019. On voit qu'en 2019, il avait une efficacité au niveau de la piston. On avait des infestations résiduelles qui étaient pas délirantes par rapport à ce qu'on peut avoir en apivar. Ce qu'on se rend compte quand même, c'est que quand on a des infestations résiduelles un peu moindres avec l'apivar, en général, elles sont progressivement un peu moins bonnes, on va dire. Alors qu'on le voyait sur la piston, soit ça marchait quand même assez bien, soit ça marchait vraiment pas bien du tout. Donc, c'est en ça qu'on pense que la résistance, elle peut apparaître très rapidement. Par contre, si on prenait la piston toute année confondue, on voit vite que ces chutes
ces résultats-là chutent parce que la piston, si vous voulez, doit être utilisé de façon raisonnée pour éviter ces risques d'apparition de résistance. Alors, quel est l'objectif de la gestion varroa et quels sont ses impératifs? On en a parlé tout à l'heure. Il y a notre traitement est important, mais ce qui compte, c'est aussi notre infestation initiale en varroa. Donc, ce qu'on veut, c'est être toujours en dessous d'un seuil critique pour faire en sorte de maîtriser cette pression varroa tout au long de la saison. Donc, c'est faire en sorte de connaître, comme vous le disiez tout à l'heure, la pression initiale. Donc là, on va arriver dans la saison, c'est de savoir que notre rucher a une infestation qui est raisonnée, donc qui est maîtrisée, pour faire en sorte de pouvoir le conduire jusqu'au traitement d'été. Et sinon, d'intervenir notamment avec des méthodes biotechniques, comme on en parlait tout à l'heure. Si vous partez sur une infestation finalement initiale qui va être de 2000 varrois, vous voyez qu'en résiduel, il peut vous rester vraiment beaucoup trop de varrois. Et si votre pression varroa elle est initialement à 10 000 varrois, c'est 1000 varrois qui vont rester à l'issue de votre traitement. Donc vous aurez l'impression d'être en échec de traitement. C'est en ça que c'est important de se dire, tout au long de la saison, ça serait bien de savoir systématiquement où est-ce que j'en suis de mon côté en termes de varrois. Je démarre ma saison, est-ce que je démarre déjà beaucoup trop haut? Et dans ces cas-là, il faut que j'oriente mon rucher vers de la gestion biotechnique pour faire en sorte de ne pas arriver trop vite avec une infestation non maîtrisée. Donc, on l'a vu tout à l'heure, on en a parlé un petit peu suite aux questions. La préparation de l'hivernage, vous l'avez fait. Vous êtes nombreux et de plus en plus nombreux maintenant à faire des traitements d'hiver de rattrapage quand il y a besoin. Ça nous permet de redémarrer le plus bas possible, mais ça nécessite quand même d'être contrôlé pour s'assurer que notre traitement a bien fonctionné, comme on l'avait dit tout à l'heure. Notre traitement, s'il n'est pas réalisé dans de bonnes conditions, s'il est réalisé en présence de couvain, il va être inefficace. Donc, on risque de redémarrer beaucoup trop vite et d'avoir finalement cette croissance exponentielle qui va nous rattraper. Donc, vraiment, cette réflexion de toujours être en dessous du seuil critique et limiter la croissance exponentielle. Réaliser des essaims, comme on le disait, en cours de saison, traiter si nécessaire les essaims pour faire en sorte de baisser la pression. Donc, il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut intervenir pour casser un petit peu ces courbes de croissance. Donc, les moments clés de la lutte contre varroa. Donc, depuis toujours, on vous dit les abeilles d'hiver, c'est l'importance stratégique. Et ça, on ne revient pas en arrière. Ce qu'il faut, c'est que quand vous avez votre production d'abeilles d'hiver, il faut que votre colonie soit la plus propre possible pour faire en sorte d'avoir votre colonie qui survit pendant l'hiver. Mais pour nous, il n'y a pas que ça aujourd'hui. Il faut réfléchir aussi à empêcher varroa de nuire en saison pour faire en sorte d'avoir des colonies qui soient en bonne santé, qui ne développent pas de maladies, pour faire en sorte que les virus ne se développent pas trop vite et d'avoir une production qui soit satisfaisante également. Donc, comme on l'a dit, éviter un effondrement en fin d'été et une atteinte des futures abeilles d'hiver, parce que ça peut aller très, très vite. Et puis, gérer les réinfestations potentielles et recommencer la saison avec un minimum de parasites. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, ce qu'il faut réfléchir, c'est qu'on gère varroa pour gérer par la suite les virus. Mais ces choses-là se font en deux temps. C'est-à-dire que quand on va commencer à gérer varroa, les virus vont baisser en termes de pression que quelques semaines plus tard. Donc, c'est important de ne le gérer pas trop tard pour à la fois nos abeilles d'hiver et en même temps gérer l'impact des virus qui peuvent entraîner des effondrements de colonies à l'automne. Donc, comment on fait? On a des outils, on en a parlé un petit peu. Les outils, ça peut être les comptages, les constats de visite, etc. La lutte biotechnique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites en saison pour essayer de limiter la multiplication des varrois et les médicaments associés pour faire en sorte de baisser la pression varroa. Donc, comment surveiller varroa? Je vous ai repris quelques diapos, vous aurez les éléments. C'est des éléments d'ailleurs qui viennent du JDS Pays de la Loire. Suivant la taille de votre rucher, on peut avoir un nombre différent de colonies minimum à compter. Si vous avez des petits ruchers, forcément, il faut compter toutes les colonies. Si vous avez des gros ruchers, pour surveiller varroa, il faut en faire un minimum. Il faut en faire minimum 8 et c'est un grand minimum pour évaluer finalement l'infestation sur son rucher. Et suivant la saison, l'intervention ne sera pas la même. Soit on a une infestation qui est très faible, dans ces cas-là, il n'y a aucune action qui soit impérative dans l'immédiat. Si on a une infestation qui est moyenne, dans ces cas-là, on peut se dire entre deux mielés, je pourrais réfléchir à une intervention. Et enfin, si votre infestation est forte, dans ces cas-là, il faut intervenir immédiatement et mettre en place des mesures pour limiter les risques pour la colonie.
Donc, sans ces éléments-là de comptage, malheureusement, on ne peut pas intervenir. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller surveiller régulièrement vos colonies. Alors, on en a parlé un petit peu, c'est adapter un petit peu le suivi en fonction de la gestion du parcours de vos colonies. On l'a dit tout à l'heure, mars-avril, en ce moment, clairement, c'est intéressant d'aller faire des comptages, notamment sur l'ange, pour partir finalement de savoir où on en est en démarrage de saison. Vous avez fait toute votre stratégie de l'année dernière. Là, votre stratégie 2024 va arriver. Savoir d'où on part. Est-ce qu'on part de colonies avec une infestation qui n'est pas maîtrisée ou est-ce qu'on part de colonies finalement où l'infestation est maîtrisée? Aujourd'hui, de plus en plus, les colonies démarrent très tôt en saison. On a des températures qui peuvent être douces très vite et puis des cycles de varroa en plus qui arrivent. Et c'est en ça que ces premiers contrôles nous permettent finalement d'anticiper un petit peu les choses et de mieux comprendre un petit peu comment vont évoluer les colonies pendant la saison. Alors, il y a d'autres contrôles qui sont conseillés, donc avant traitement et après traitement. Donc, avant traitement, pour savoir d'où on part, est-ce que notre colonie est très infestée et nécessite finalement une surveillance un peu plus poussée, et finalement un contrôle après traitement pour savoir s'il sera nécessaire d'aller faire un traitement de rattrapage l'hiver et si notre stratégie au cours de la saison a bien fonctionné. Alors, ça fait beaucoup de comptages, vous me direz. Je dirais que les plus importants, c'est maintenant et c'est à l'issue de votre stratégie de gestion estivale. Mais ça peut être toujours intéressant, si vous pouvez, c'est d'aller les monitorer un peu plus souvent pour essayer de mieux comprendre la dynamique de contamination de vos colonies. Alors du coup, comme on le disait, commencez tôt. Pourquoi? Commencez tôt parce que si vos colonies sont très infestées, on peut réfléchir à mettre en place, pourquoi pas, du piégeage dans le couvain mâle, faire des essaims, des ruptures de ponte, du retrait de couvain dans les cas extrêmes pour faire en sorte d'intervenir et très rapidement de maîtriser la pression varroa pour qu'elle puisse attendre l'été d'après. Après, clairement, il y a toute la problématique des mielés tardifs qu'on peut avoir aussi chez nous. Vous savez tout le temps qu'on vous conseille de traiter le plus tôt possible après la récolte. Sauf que parfois, nos récoltes se font fin juillet chez nous, comme elles peuvent se faire courant septembre. C'est en ça qu'une mielée tardive, il faut savoir se poser la question. Si je vais sur une mielée tardive, c'est que mes colonies sont en capacité d'y aller. Ça veut dire que j'ai compté en amont de cette mielée tardive pour vérifier que mes colonies ne nécessitaient pas une intervention biotechnique ou médicamenteuse en amont pour pouvoir vraiment aller sur cette mielée tardive. Sinon, vous ne produirez pas forcément de miel derrière et en plus, vous risquez d'avoir un effondrement de votre colonie à suivre. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la gestion varroa au cours de la saison. Donc, on est sur une année un peu atypique. On vous demande d'aller un petit peu plus loin dans le suivi de vos colonies pour faire en sorte de vérifier que vos colonies soient avec une pression varroa maîtrisée tout au long de la saison. On se rend compte qu'on en a de plus en plus besoin pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ces effondrements l'hiver suivant, quoi. Du coup, je me tiens à votre disposition pour toutes les questions. Je vous remercie de votre attention et puis voilà. À vos questions. Et du coup, pour faire suite à tout ça, on a une première question de Bernard, mais on y a déjà un petit peu répondu. C'est du coup qui fabrique les produits du coup qu'on met dans nos ruches, tout simplement. Alors aujourd'hui, vous avez pas mal de médicaments avec AMM qui sont disponibles sur le marché. Donc, je vous avais fait le petit listing de tous les médicaments qui existent. On a une quinzaine de molécules, de médicaments qui existent. Dans ces médicaments-là, c'est des laboratoires qui les fabriquent tout simplement. Donc, soit à partir de molécules, de molécules de synthèse, soit ça peut être des molécules qu'on peut retrouver dans la nature, mais qui sont fabriquées par des laboratoires. Donc, je ne sais pas si c'est la question, si c'est votre... on a pas mal de laboratoires qui travaillent sur le varroa et notamment sur la gestion varroa. Après, la difficulté, c'est de trouver des nouvelles molécules, comme je le disais tout à l'heure. On est sur un parasite qui est un insecte, un acarien. Donc, on est sur des traitements qui sont des acaricides, donc des insecticides, si vous voulez. Donc, ce qu'on cherche, c'est des traitements qui soient à la fois efficaces sur le varroa. Donc, ils doivent prouver quand ils déposent ces traitements, quand
ces traitements sont déposés pour une autorisation de mise sur le marché, ils doivent à la fois prouver leur efficacité, mais en même temps, ils doivent prouver qu'ils ont une innocuité pour l'abeille, hein. Les labos nous le disent régulièrement. Si vous voulez, on vous en sort plein des traitements contre varroa, sauf que le problème, c'est l'impact qu'ils vont avoir sur notre abeille. Donc, c'est des dossiers d'AMM, hein, qui sont déposés au niveau européen, au niveau national, pour s'assurer en fait de toutes ces questions-là, hein, à la fois l'innocuité pour l'abeille, pour le couvain, pour l'homme aussi, hein, qui consomme en fait les denrées produites par nos abeilles, et une efficacité suffisante sur les varrois. Merci beaucoup, Caroline. Ensuite, une petite précision de Yves qui nous a dit que du coup, les études sur cire qui ont été réalisées, en fait, les analyses, elles ont été faites hors période de traitement. Donc, il y a une petite interrogation sur d'où viennent justement ces produits dans les cires et du coup, peut-être dans le mélange avec les cires de corps. Qu'est-ce que tu en penses, Caroline? Alors, si je comprends bien, c'est des cires d'opercule. Ouais, ça a été fait, des analyses, elles ont été faites sur des cires d'opercule et D'accord. donc hors période de traitement. Ah, c'est assez surprenant, effectivement. Parce qu'en général, les cires d'opercule, vous savez qu'elles sont très, très propres. Vous avez différents types de cires, hein. Vous avez votre cire de corps, votre cire de hausse et votre cire d'opercule. Donc, votre cire d'opercule, c'est la cire de l'année. Donc, logiquement, votre cire d'opercule, quand on regarde des analyses, il y a peu, voire pas de résidus dans ces cires d'opercule-là parce qu'elles sont fraîches faites de l'année. Sur des problématiques de résidus de taux fluvalinate dans des cires d'opercule, personnellement, j'en ai jamais eu. Alors après, je ne veux pas dire que ça ne peut pas arriver, hein. Le taux fluvalinate, la difficulté qu'on va avoir, c'est qu'il, comme tu le disais tout à l'heure, Alexandre, il peut venir à la fois de nos médicaments comme de médicaments de traitement faits dans la nature, à l'extérieur. Donc, s'il y a eu des résidus en quantité conséquente retrouvés, c'est un peu compliqué d'interpréter du fait de cette molécule présente aussi à l'extérieur, quoi. Après, quand on regarde les résidus de médicaments, par contre, dans les cires de corps, ça, c'est très fréquent de retrouver les dérivés de la mitrase, le tofluvalinate, etc., parce que c'est des molécules qui s'accumulent dans les cires qui sont lipophiles. Et malheureusement, c'est pour ça qu'on est obligé d'alterner, si vous voulez, les cires et les cadres pour faire en sorte de limiter aussi ces phénomènes d'accoutumance et de présence dans le corps de nos ruches, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu parce qu'en fait, je n'ai pas tous les éléments. Si c'est de la cire d'opercule qui était contaminée, quel niveau de contamination, donc c'est un peu pas forcément évident. Ouais, on pourra répondre plus en détail à Yves puisqu'il m'a envoyé le document, donc on pourra revenir dessus et donc Et tu peux le présenter, hein. C'est intéressant, ouais. Alors et après, du coup, ouais, vas-y, excuse-moi, vas-y. Caroline, continue. Non, c'est intéressant. Mais je veux bien voir les éléments. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous avez un dossier d'AMM qui est déposé, que ce soit pour le tofluvalinate ou pour la mitrase, il garantit, si vous voulez, parce que s'il y a des résidus dans les cires d'opercule, potentiellement, c'est le risque aussi qu'il pourrait y avoir en termes de résidus dans le miel, même si la cire va plus s'accumuler, quoi. Et le miel, c'est le risque derrière pour la santé humaine. Donc, ce qui est sûr, c'est que dans les dossiers qui ont pu être déposés, notamment sur les risques pour le miel, il n'y avait pas de risque, hein, il n'y avait aucun risque de ce côté-là. Après, voilà, ce qu'il faut, c'est quand vous avez ce type d'analyses qui peuvent être faites, c'est de se rapprocher notamment des fabricants pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, parce que ça peut ouvrir un dossier qui peut permettre d'essayer de mieux comprendre la situation, quoi. Donc, je ne sais pas si vous êtes mis en rapprochement du laboratoire qui commercialise la Pistan, si c'était bien la Pistan, mais je pense que c'est un sujet qui est intéressant à développer pour mieux comprendre ce cas particulier, quoi. Ouais, totalement. Du coup, on continue sur les autres questions. Là, on repart sur le Bévarol cette fois-ci. Donc, il y a une confirmation un petit peu par rapport justement à la création d'essaims. Est-ce qu'on traite au Bévarol également? Et du coup, combien de lanières pour les essaims d'été? Alors, pour les essaims, comme je vous l'ai mis tout à l'heure, dès lors que vous dépassez 5 cadres, donc il faut traiter avec 4 languettes sur un essaim, sinon c'est 2 languettes. C'est un peu le même principe que pour la pivar, on divise en 2, et comme plein d'autres molécules, on divise en 2 la quantité pour les essaims. Sur la fabrication des essaims, si vous voulez les traiter,
En fait, l'idéal, quand vous êtes en période hors couvain, ce qui est toujours intéressant de faire, c'est un traitement à l'acide oxalique. Alors, je ne sais pas si c'était l'objet de la question. Un traitement à l'acide oxalique, c'est toujours intéressant pour essayer de nettoyer les varrois. C'est un traitement qui fonctionne très, très bien quand vous êtes en hors couvain. Donc, si vous me parlez du traitement à la conception, on ne sera pas sur du Bévarol, mais plutôt de l'acide oxalique, donc de l'Oxybi ou de la Pibioxal, ou éventuellement du Varoxal qui vient d'arriver sur le marché. Donc, ça, c'est des médicaments à base d'acide oxalique. Si on est plutôt sur votre traitement d'été, sur le traitement d'été, on sera sur le Bévarol. Donc Bévarol avec une demi-dose, comme on le disait, donc 2 lanières par colonie. Merci beaucoup, Caroline. Et du coup, par rapport aux Bévarol, on a aussi une interrogation sur le temps de persistance de la molécule du coup dans la colonie, dans éventuellement un traitement qui serait intermiellé. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, on ne va pas recommander le Bévarol en traitement intermiellé. Si on est sur le besoin d'un traitement intermiellé, on sera plutôt sur des traitements flash. Là, l'objectif du Bévarol, c'est vraiment d'avoir un traitement un peu plus longue action, entre guillemets, pendant l'été. Non, si vous êtes sur un traitement intermiellé parce que vous avez besoin, on vous orientera vers d'autres stratégies. Dans ces cas-là, il faut vous rapprocher de votre vétérinaire en fonction de votre technicité, de votre besoin, des molécules qu'on peut utiliser. On sera plus sur la volonté de faire un traitement flash et pas un traitement sur 6 semaines, quoi. Merci beaucoup. Alors, du coup, petite question de Franck sur les traitements biotechniques, donc où les acheter? Donc techniquement, on n'est pas là pour favoriser, des revendeurs, plus que d'autres, mais ça se trouve assez facilement, sur internet ou dans les boutiques, d'apiculture spécialisées. Tous les magasins apicoles peuvent fournir finalement le nécessaire pour faire de la biotechnie. Alors, pour de la biotechnie, il n'y a pas de grand besoin, entre guillemets, hein. Ça peut être des cadres à mâles, donc ça, vous se retrouvez en magasin apicole où vous pouvez les fabriquer vous-même. Ça peut être des cages pour les rennes, mais alors, à tester, je dirais, si vous n'en avez jamais fait à petite échelle dans un premier temps, c'est quand même chronophage et technique, hein, donc ça nécessite quand même pas mal de technicité. Et puis après, ces traitements biotechniques sont souvent associés à un traitement à base d'acide oxalique. Donc, votre Oxybi, votre Apibioxal, etc. Parce que vous arrivez à faire des périodes hors couvain qui nous permettent d'aller faire un traitement flash pour limiter un petit peu, pour bien descendre la pression varroa. Et puis après, sur tout ce qui est retrait de couvain, on est vraiment sur une gestion dans des situations un petit peu extrêmes. Quand on a vraiment des pressions varroa trop importantes, notamment en démarrage de saison, ça peut nous arriver de faire ça, de conseiller ça. Mais je pense que c'est important de se faire conseiller dans ce genre de situation par des vétos, techniciens sanitaires, etc., pour savoir quelle stratégie adopter suivant l'infestation que l'on aurait sur ces ruchers. Une fois de plus, merci de ta réponse. Du coup, là, j'ai un long message de Sabarly, donc qui nous remercie et qui nous demande du coup des petites. Elle se questionne justement sur son traitement Bévarol, donc qui a été trop tardif, avec traitement derrière par acide oxalique en début février, et elle présume une infestation hors tolérance et demande si c'est possible de faire rapidement un second apport pour 4 semaines dans la mesure où il n'y a pas de hausse ou effectuer un traitement flash à l'acide oxalique légère mais répétée tous les 21 jours. Dans ce cas, quel est le risque de la cuticule des abeilles et sur le couvain, sachant qu'il est déconseillé en présence de couvain? Bon, c'est un peu. Alors, Est-ce ce que que je tu dirais, c'est as une qu'il réponse à y a apporter? Voilà, il y a beaucoup de questions et à mon avis, une problématique de rucher qui est présente. Donc moi, je vous conseillerais d'aller vers votre vétérinaire pour avoir des informations complémentaires et que ce soit adapté à votre situation, parce qu'on risquerait d'interpréter une situation sans avoir tous les éléments. Pas mal de petites choses que j'ai entendues. Bon, l'acide oxalique, il faut savoir que faut limiter quand même les traitements, hein. Il est recommandé de faire un seul traitement par génération d'abeilles. Donc, il faut l'utiliser à bon escient, je dirais. Qu'est-ce que j'ai entendu? Le Bévarol l'année dernière, bon, c'est dommage parce que voilà, c'était pas sur l'année d'alternance. Après, j'ai entendu quoi, le traitement à l'acide oxalique en février. À février, on a déjà du couvain. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de vous dire ce que j'en pense comme ça. Il faut, à mon avis, étudier davantage votre question et votre situation personnelle, sur ce rucher-là pour
et avoir les données d'infestation et de comptage que vous avez pu faire pour pouvoir vous aider à mettre en place une stratégie sur 2024. Donc moi, je vous orienterai vraiment vers votre GDS, votre veto, votre technicien sanitaire apicole du coin pour avancer sur la question, quoi. Merci beaucoup. Et puis une dernière question, il me semble, de Denis, donc, qui nous demande pour une gestion simple du varroa sur l'année. Donc là, c'est un exemple pour un api de loisir. Pensez-vous que 3 retraits de couvain mâle, donc espacés de 21 jours pour chaque retrait, plus du coup le Bévarol, traitement conseillé pour cet été, plus du coup derrière un traitement d'automne à l'acide oxalique, fin décembre, soit suffisant? Donc, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Je trouve que c'est déjà une belle stratégie, effectivement, mais que je l'associerais à des comptages. Aujourd'hui, on se rend compte que des fois, on fait des choses et puis c'est plus ou moins efficace ou comment dire, on l'a pas fait au bon moment. Il y a plein de choses, il y a plein de biais qui peuvent intervenir en apiculture. C'est en ça que pour moi, c'est une très très bonne stratégie, mais ça nécessite quand même des petits points de vérification via des comptages pour s'assurer qu'on est sur la bonne piste. Mais sinon, ouais, c'est super. 3 retraits de couvain mâle sur la saison, c'est pas si simple que ça à faire. Donc, c'est génial. Après, derrière, un traitement d'été recommandé cette année sur 6 semaines, on est bien. Et puis, un rattrapage à l'automne, fin d'automne, début d'hiver hors couvain, on est sur une stratégie qu'on recommande. Après, voilà, pour moi, associé avec un petit comptage pour s'assurer de sa bonne efficacité, ça sera parfait. Comme on l'a dit plusieurs fois, on ne sait pas de quel niveau d'infestation on part. On a parfois des colonies qui sont comme on dit, des pouilleuses qui ont tendance à bien multiplier les varrois. Donc, en ça, des petits points de stratégie et de surveillance me semblent indispensables. D'où l'intérêt aussi, comme on le disait précédemment, de réaliser des comptages dès le début de la saison pour savoir justement d'où vous partez une fois de plus. C'est assez primordial pour que vous puissiez justement appliquer une bonne stratégie de gestion varroa. Et du coup, une autre interrogation de Denis, une fois de plus, qui du coup nous demande, dans l'éventualité d'une réinfestation, si le traitement il a été appliqué fin juillet, il y a une peur justement qu'il y ait une trop grande attente entre le traitement d'hiver et puis du coup les lanières fin juillet. Qu'est-ce que tu en penses, Caroline? C'est effectivement une question que je me pose beaucoup cette année. On n'est pas sur un traitement à 10 semaines, mais à 6 semaines. Donc, c'est vrai que sur des apiculteurs à qui je conseille en général de traiter le plus tôt possible après la récolte et qui ont tendance à traiter fin juillet parce qu'ils récoltent très vite et qu'en août, ils font rarement grand-chose. Ils préfèrent assurer le coup et traiter rapidement les colonies. Cette année, je dirais, ça serait peut-être bien de traiter un petit peu plus tard, hein, vers la mi-août. Pourquoi? Parce qu'on a effectivement ces risques de réinfestation à l'automne, au moment où on fait nos abeilles d'hiver. Donc, il ne faudrait pas que ça reparte dans des proportions trop conséquentes. Donc, c'est en ça que pour savoir si nos colonies sont en capacité d'arriver à la mi-août, comme le disait Alexandre tout à l'heure, c'est intéressant de savoir d'où on part cette saison. Est-ce que vous partez avec un varroa par jour en ce moment, 5 varrois par jour, 10 varrois par jour? Si on part à 10 ou 20 varrois par jour, c'est possible, mais dans ces cas-là, ça nécessite d'intervenir dès le printemps avec des divisions, avec du retrait de couvain mâle, avec des stratégies biotechniques pour essayer de casser un peu ce cycle varrois et faire en sorte de pouvoir attendre un petit peu plus tard cette année. Merci beaucoup. Et du coup, il me semble que c'est la dernière question cette fois-ci. Donc, si du coup, avant la pose des lanières, on constate justement une infestation qui est très importante, est-ce que du coup, un traitement flash avant la pose des lanières, comme on l'a vu dans l'exemple justement de Jean-Luc, est judicieux? Qu'en penses-tu? Alors moi, je pense que la chance qu'on a entre guillemets avec le Bévarol ou le tofluvalinate, c'est qu'on est déjà sur un traitement où les cinétiques de chute sont très rapides. J'aurais dû je vous ai mis que les cinétiques de chute sur un exemple qui avait été fait dans la santé de l'abeille sur le Bévarol. Mais si vous reprenez votre santé de l'abeille classique qu'on peut trouver, où on peut trouver des données sur Internet, regardez les cinétiques de chute qu'on a entre la mitrase, le tofluvalinate et le Bévarol. Vous verrez que avec le Bévarol ou la pistan, enfin l'un comme l'autre, on a des chutes
beaucoup plus rapide qu'avec de l'amitrase. Donc, je pense que pour des colonies qui seraient déjà bien infestées, on aura une efficacité plus rapide qu'avec l'amitrase et je ne vois pas l'intérêt d'aller rajouter en plus un traitement flash dès le début, quoi. Sauf cas particulier ou recommandation avec votre vétérinaire parce qu'on est dans une situation très particulière. Sinon, moi, je ne le recommanderais pas particulièrement. Alors, ça, Barley, encore donc traitement à l'acide oxalique, attention, par sublimation sur un cycle de 21 jours me semble possible en traitement léger. Mais le problème, c'est la présence du couvain, donc possible ou déconseillé. Déconseillé. On sait très bien que l'acide oxalique fonctionne uniquement sur les varrois en phase de phorésie. C'est une molécule qui est très intéressante en termes d'efficacité sur les varrois, mais ce qu'on veut, c'est la préserver aussi. Donc, on veut l'utiliser à bon escient. Et vu qu'elle fonctionne uniquement sur les varrois en phase de phorésie, on veut qu'elle soit absolument utilisée hors couvain, donc en période hivernale, sur les essaims hors couvain ou associée à des méthodes biotechniques. Donc, que ce soit par de la sublimation ou du dégoûtement, ça, c'est un autre problème. Mais clairement, on veut que ce soit utilisé vraiment au moment du hors couvain pour faire en sorte de limiter les risques d'apparition derrière de résistance et faire en sorte que le traitement soit correctement efficace. Il ne faut pas oublier que quand vous faites un traitement contre varroa, vous faites un traitement contre vos abeilles, entre guillemets aussi. Je vous ai dit qu'on vérifiait l'innocuité, mais elle n'est jamais à 100% l'innocuité sur ces molécules-là. Donc ça a toujours un impact pour nos colonies. Donc on le fait en réfléchissant toujours bénéfice-risque. Donc, si vous réfléchissez bénéfice-risque, allez faire un traitement alors que vous avez du couvain, que quasiment la totalité de vos varrois sont dans le couvain. Malheureusement, ça n'a pas de sens parce que votre acide oxalique aura une action flash et n'aura pas une action dans le temps. Quand vous regardez l'efficacité de l'oxybi par rapport à la pibioxal, il y a eu des études qui ont été faites parce que l'oxybi, vous avez aussi un peu de glycérine qui est associée et des huiles essentielles. Et en fait, ce qu'ils ont prouvé, c'est qu'ils avaient une efficacité un tout petit peu plus longue que de l'acide oxalique de base qui est contenu dans la pibioxal, par exemple, ou dans le varoxal. Mais l'efficacité un peu plus longue, c'est 4-5 jours. C'est pas non plus 3 semaines. Donc, c'est en ça qu'il faut vraiment raisonner ces molécules pour les utiliser au bon moment. Et il faut garder en tête aussi que chez nos apiculteurs, en apiculture biologique, c'est un peu la molécule clé et la seule qui fonctionne correctement, entre guillemets, une des seules qui fonctionne correctement pour nos apiculteurs bio. Et si un jour cette molécule-là, enfin cet acide ne fonctionne plus, on serait quand même très embêté parce que c'est vraiment un traitement intéressant en termes de traitement flash pour nos colonies. Merci Caroline. Et puis du coup, quand effectivement il y a du couvain et qu'il y a cette problématique-là, après il y a toujours l'acide formique dont on parlait tout à l'heure, mais faut vraiment faire attention à comment on l'utilise et être sûr de ce que l'on fait pour ne pas abîmer pour ne pas, je ne sais pas comment le dire, mais que perdre la reine et puis aussi endommager la colonie dans son ensemble. Donc, c'est un traitement avec lequel, faut être vigilant et puis qu'il faut maîtriser. Là, je vois pas d'autres questions. Donc, en tout cas, merci beaucoup Caroline pour ton intervention.